À cheval entre la ponctualité et l'exactitude, il est l'heure de vous tenir informé en tout cas de tout l'essentiel de l'actualité politique et pourquoi pas l'actualité sportive. Comme vous le savez très bien, dans votre émission Horizon, nous revenons en tout cas sur toutes les actualités nécessaires. Alors vous avez été très très nombreux à nous écrire sur notre page Facebook. Pourquoi ne parlait-on pas du conflit israélo-palestinien? Alors, après plusieurs recherches, nous sommes en tout cas passés en revue sur ce conflit. Et aujourd'hui, nous allons quand même essayer de brosser là-dessus parce qu'en parler en 30 minutes, c'est quasiment impossible pour un conflit qui a duré au moins plus d'un siècle, comme vous le savez. Alors, en parler en moins de 30 minutes ou bien dans 30 minutes, ça serait quasiment chose impossible. Alors vous êtes très très nombreux à nous suivre de partout dans le monde sur notre page YouTube Ketia Kitenge. N'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas de liker cette vidéo. Alors comme nous le disions tout à l'heure, le conflit israélo-palestinien, son origine. Alors tout part des années 1760 avant Jésus-Christ, lorsque Abraham, le père de la foi, avait reçu la promesse ou l'appel des dieux lui disant de quitter de son pays, de la maison de son père, là à Charam, pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Alors Abraham quitte de Charan dans la région bien sûr d'Our, à Mésopotamie, actuel Irak, pour aller se rendre à Cana, qui est l'actuelle Palestine. Lui disons que je ferai de toi le père des nations. Alors, lorsque Abraham avait quitté Charan, les pays de son père, bien sûr, de la maison de son père, avec lui, il y avait sa femme Sarah et aussi son cousin Lot. Euh, en mi-chemin, ils étaient obligés de se séparer avec Lot, comme vous le savez dans la Bible. Abraham qui dit à Lot, si tu pars à gauche, moi je vais à droite, si tu pars à droite, moi je vais à gauche. Là n'est pas notre question. C'est lorsque Abraham arrive à Canaan, le pays que Dieu a promis de lui donner. Il a dit, je donnerai cette terre à ta postérité. Nous savons tous que Sarah était stérile. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, en tout cas, elle a eu un enfant à 2 fois l'âge de sa ménopause, pour ne pas dire 90 ans. Avant que Sarah n'ait l'enfant, la Bible nous dit ceci. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu lui avait déjà fait la promesse qu'il serait le père des nations. Et donc, ces nations-là seraient sa postérité. Et laquelle postérité devait hériter le pays de Canaan, l'actuelle Palestine. La plus grande question qui se pose, c'est que quels enfants allaient hériter si Sarah n'avait pas d'enfants? Alors, comme vous le savez, dans la Bible, Sarah était impatiente de toucher un bébé. C'est alors qu'elle a demandé à Abraham de faire un enfant avec sa servante. Lorsque Abraham a fait un enfant avec sa servante Agar, ils ont eu pour fils Ismaël. Ismaël qui est aujourd'hui considéré comme le père fondateur en tout cas de l'islam. Bon, en tout cas, c'est à partir de lui que l'islam a commencé. Agar, il faut rajouter ici qu'Agar était africaine. Lorsque Ismaël est né et Agar, ils ont été chassés de la terre des Canaans. Mais Ismaël fait aussi partie de la postérité d'Abraham. En tout cas, nous essayons de vous faire comprendre l'origine de ce conflit israélo-palestinien. Alors, Ismaël deviendra l'ancêtre des Arabes actuels, Isaac celui des Israélites. En tout cas, on essaye de comprendre. Lorsque Sarah est restée avec Abraham, ils ont eu pour fils unique Isaac. Isaac qui mettra au monde Jacob et Ésaü. Et Jacob mettra au monde ses 12 fils considérés aux 12 tribus d'Israël. Pour dire que la postérité d'Abraham s'est multipliée et que les enfants d'Israël sont venus à partir de Jacob, Jacob qui était fils d'Isaac. Mais pourquoi a-t-on écarté Ismaël qui faisait aussi, en tout cas il a le sang d'Abraham, donc il fait aussi partie de la postérité d'Abraham. C'est là que le conflit commença. Alors, nous avons en tout cas 2 tribus, frères, pour dire,
Ismaël qui devient l'ancêtre des Arabes, et de l'autre côté, Jacob qui est l'ancêtre des Israélites, actuellement appelés les actuels Juifs. À partir de ce moment-là, l'antagonisme entre les peuples hébreux et ou le peuple israélite ou peuple juif encore comme on les appelle d'un côté et les peuples arabes de l'autre. Alors c'est là que naquit la haine entre les Arabes et les Juifs, pour ne pas dire les Israélites. C'est lorsque Agar a été chassée et que les enfants d'Israël, eux, ont hérité de la terre promise à Abraham pour dire Canaan. Et on n'est pas encore revenir sur l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont partis en Égypte et puis Moïse est venu les libérer et tout le tralala. Nous ne sommes pas sur la Bible aujourd'hui. Alors entre 1770 avant Jésus-Christ et 135 après Jésus-Christ, ce sont les Hébreux qui habitent l'actuelle Palestine. Pour dire que jusqu'à présent, ce sont les Juifs qui habitent l'actuelle Palestine, ancienne Canaan, si on devrait dire, soit pendant 1895 ans, à partir de 70 après Jésus-Christ. Une nouvelle situation s'est créée. En effet, la promesse faite par Jésus-Christ en l'an 29 à notre ère, à savoir qu'il ne restera ni pierre sur le temple de Jérusalem qui sera reconstruit et tout. Alors, jusqu'à présent, il n'y a que les Hébreux qui abritent la Palestine pour dire qu'ils sont à Canaan, pendant que il y a l'autre postérité d'Abraham qui devait aussi abriter Canaan. Alors ce conflit est né entre réclamations pour dire que nous aussi nous avons le droit de rester à Canaan. Alors en 70 après Jésus-Christ, les générales Titus, envoyé par l'empereur romain, est envoyé pour déloger les Juifs de leur territoire. Lorsque les Juifs, bien sûr, ils habitaient à Canaan, il y a eu une guerre entre les Romains et les Juifs. C'est alors que le général Hadrien a donné l'ordre au général Titus. Nous sommes en 70 après Jésus-Christ, bien sûr après la mort de Jésus, après qu'il soit venu sauver le monde et tout. Et en l'an 70, le général Titus est envoyé par l'empereur Hadrien pour déloger les Juifs. C'est alors que commence la plus grande révolte des Juifs conduite par Bar Kokhba. C'est Bar Kokhba qui a conduit en tout cas cette grande révolte des Juifs. Pourquoi est-ce qu'on vient nous chasser de notre terre promise, une terre qui a été promise par Dieu? Alors l'empereur Hadrien ordonne et assiège lui-même en tout cas les pays où habitaient les Juifs. Alors Jérusalem a été dévastée et les Juifs étaient éparpillés, évacués de partout. Ce qui a fait que certains ont même pris la résolution d'aller dans des pays asiatiques, d'autres sont partis, même dans des pays arabes, bon, pour ne pas dire la Palestine, d'autres sont même partis vers la Palestine, en tout cas juste pour se réfugier. Certains ont même été vendus aux enchères, donc tu es fatigué de la souffrance, tu préfères te vendre aux enchères, et là, ils ont été évacués en 2 ans, soit jusqu'en 135 après Jésus-Christ. Ils ont été vendus aux enchères. Et en 636 après Jésus-Christ, la Palestine n'est ni habitée, ni par les Juifs, ni par les Arabes. En tout cas, la Palestine, elle est vide. Elle n'est ni abritée ni par les Juifs, ni par les Arabes. Alors, le pays s'y retrouve quasi vide. Parce qu'auparavant, ce sont les Israélites qui habitaient la Palestine. Alors, les Arabes qui étaient bien sûr conduits par Mahomet avec l'islam, cette religion qui tire aussi ses origines de Ismaël, qui est l'un des fils d'Abraham, ils ont été mis à la révolte par leur leader en chef. Alors, ils ont occupé la Palestine, ils vont occuper en tout cas la Palestine pendant 1164 ans, c'est-à-dire en l'an 1900. Lorsque les Arabes, en tout cas plutôt les Israélites, les Juifs ont été renvoyés de la Palestine à partir de l'empereur Hadrien, la Palestine s'est retrouvée vide. Alors les Arabes qui étaient ailleurs, en Arabie Saoudite, ils ont été en tout cas poussés à la révolte pour aller se rendre en Palestine.
avec leur leader de religion Mahomet. Ils ont en tout cas été poussés à la révolte pour aller se rendre bien sûr en Palestine. Alors la Palestine est occupée par les Arabes en 1900 après Jésus-Christ. En effet, à partir de l'an 1900, une nouvelle situation se crée avec le journaliste Théodore Herzl. Théodore Herzl, qui était parti à Paris pour couvrir l'affaire Dreyfus. C'est une affaire sur laquelle nous n'allons pas y revenir. Le Français d'origine juive, condamné pour trahison, en tout cas, il a décelé dans ce pays, la France, un accent d'antisémitisme. C'est quoi l'antisémitisme? En tout cas, nous ouvrons une petite parenthèse. L'antisémitisme, c'est bien une maltraitance qui a été faite sur la communauté juive. Alors, il était parti dans le terme de cette affaire, mais il a aussi mis un mot sur cette maltraitance de la communauté juive pour lui et la communauté juive. Il a essayé en tout cas de faire comprendre à l'opinion publique pour que la situation des Juifs soit réglée et que les Juifs ne soient plus haïs par la communauté européenne. Après que les Juifs soient en tout cas partis dans presque tous les pays du monde, après qu'on les ait chassés par l'empereur Adrien, je reviens un peu en arrière, ils en sont partis dans d'autres pays, entre autres, ils sont partis dans le continent européen. Alors, ils ont commencé à être maltraités. La communauté juive a été, en tout cas, très très maltraitée. Alors, c'est là que commence le sionisme, qui est la création d'un foyer national pour uniquement les juifs. Alors, le sionisme commence avec Théodore Herzl. Cette organisation a pour but la création d'un foyer national en Palestine. À partir de 1900, le 1900 après Jésus-Christ, le premier contingent juif revenant des divers horizons de l'Occident rentre en Palestine, cette fois-là, la Palestine qui est sous l'administration de l'Empire ottoman. Depuis cette date, chaque année, il y a des contingents des Juifs qui retournent et s'établissent en Palestine. En tout cas, ils quittaient des divers horizons de l'Occident pour cette fois-là retourner en Palestine. Et il faudrait rajouter ici que la Palestine était sous l'administration de l'Empire ottoman. Alors, nous sommes en 1914. La Première Guerre mondiale éclate. L'Empire ottoman se range du côté des ennemis de la Grande-Bretagne et de la France, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Hongrie et de l'Italie. En 1916, il y a eu la déclaration de Balfour. La Grande-Bretagne s'engage à favoriser l'implantation du foyer national. Pour dire que la Grande-Bretagne, en tout cas, s'engage à installer un foyer national, pour dire qu'ils vont du côté ou qu'ils penchent pour le sionisme que Théodore Herzl avait initié. Alors, lorsque la Grande-Bretagne penche pour favoriser l'implantation du foyer national en Palestine, qui ne compte alors que 10% de juifs. Comment peut-on installer un foyer national là où il n'y a que 10% des juifs? Du peuple bien sûr, qui vivait à l'époque dans cette partie du pays. Alors, à l'issue de la guerre, en 1918, les Alliés qui sont sortis vainqueurs, décident de démembrer l'Empire ottoman. La Palestine est alors placée sous mandat britannique. À partir de ce moment-là, sous la colonisation juive, c'est-à-dire les retours des Juifs et leur implantation en Palestine s'amplifient. Alors, comme la Palestine a été en tout cas placée sous mandat britannique, avec bien sûr l'autorisation ou la favorisation du sionisme qui est la création d'un foyer national en faveur des Palestiniens. Alors les Juifs sont revenus en grand. Que 27 ans plus tard, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Alors après bien sûr l'Holocauste subi par les persécutions des nazis, il y a déjà en Palestine plus de 5 553 600 juifs qui sont revenus. Alors, à partir de ce moment-là, l'ONU venait de naître également. Et
L'ONU a proposé de prendre en charge ce problème et de le résoudre, bien sûr, à partir de la création, en prévoyant la création de deux États. D'un côté, l'État juif et de l'autre côté, l'État palestinien. Alors, à l'État juif, on a accordé une capacité d'occupation de 14 245 km carrés. L'État palestinien occupait un peu moins, soit 11 655 km carrés. Alors, Jérusalem et les lieux du culte ont été placés comme des endroits, en tout cas internationaux, sous mandat international. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, tous étaient appelés à prier dans ce temple de Jérusalem. Donc, ce temple a bénéficié d'un statut international. Alors, c'est là que les Arabes vivant en Palestine refusent de reconnaître l'État créé, soit les 14 245 km². Pour eux, c'est leur territoire et que les Juifs ne peuvent pas occuper leur territoire. Alors, l'État juif créé, selon eux, celui-ci est créé sur leur territoire. Ils considèrent comme une injustice car, disent-ils, on a donner leur territoire à des gens qui n'y sont même pas nés. C'est là toute la question. Des gens qui n'y sont même pas nés. Là, on parle bien sûr des Juifs. Les Arabes qui ont vécu, bien sûr, en Palestine, du temps où les Juifs étaient éparpillés partout dans l'Occident, se disent que les Juifs qui sont retournés par après ne sont pas nés sur cette terre et donc la terre palestinienne ne leur appartient pas. On ne peut pas couper en tout cas la Palestine en deux pour que les Juifs puissent prendre 14 245 par une part du territoire et que les Palestiniens, eux, ne puissent qu'avoir que 11 000. Revenons sur le 14 mai 1948. Lorsque Ben Gurion décide de proclamer l'État d'Israël comme un État indépendant. Alors, avec l'organisation des traditions civiques et traditionnelles, ponctuées bien sûr par l'ONU, qui a décidé aussi de reconnaître l'État d'Israël comme étant un État indépendant, s'appuyant sur le sionisme, qui était la création d'un foyer national en faveur des Juifs. Ben Gurion annonce la création de l'État indépendant d'Israël. Alors, lorsque cette annonce a été faite, plus de 450 000 Palestiniens ont quitté Israël. Ils quittent Israël et ils quittent en tout cas Israël et 12 heures plus tard, il y a eu les discours de Ben Gurion créant l'État juif, c'est-à-dire le 15 mai, les États arabes, à savoir la Syrie, l'Irak, la Transjordanie et l'Égypte, s'organisent et attaquent combattre Israël. À partir de ce moment-là, Israël fonde son pouvoir sur la force parce que tous les États arabes veulent sa disparition. Israël, étant seul dans cette guerre, fonde en tout cas son pouvoir sur la force parce qu'il y avait l'Égypte, il y avait la Transjordanie, l'Arabie Saoudite plutôt, la Transjordanie qui était bien sûr à ses trousses pour rayer en tout cas Israël de la carte. Alors c'est là que Israël serait né descendre par la force et parce que tous ces États voulaient sa disparition. Nous sommes en 1952. Il y a eu cet accord qui prévoit l'autonomie des 5 ans des territoires occupés en 1967, notamment dans la bande de Gaza et dans la zone de Jéricho en Cisjordanie. Au bout de ces 5 ans, Israël s'est retiré définitivement de ces territoires palestiniens et le conflit a ainsi réglé définitivement. Alors, on se croyait tous retrouvés à une époque, à une ère de paix, où en tout cas l'Israël s'est retiré de la bande de Gaza et cet accord d'Oslo a en tout cas réglé momentanément ce conflit israélo-palestinien. Alors nous sommes le 9 février 1914. Après les négociations mouvementées en Égypte est signé au Caire un accord sur la sécurité qui sera le premier geste
concret de l'accord d'Oslo. Pourquoi ne pas parler aussi de cet accord d'Oslo? Partout où les espoirs naissent, cet accord concerne le droit de passage entre les territoires autonomes et les pays voisins. Le 29 avril, Israël et l'OLP signent à Paris le protocole sur les relations économiques. Alors, après, bien sûr, cet accord d'Oslo, encore un saut dans le temps. Quittons les années 1900 pour aller cette fois-là en 2007. Parlons de la conférence d'Annapolis, qui avait abouti à la publication d'une déclaration commune israélo-palestinienne. Alors, nous sommes le 17 décembre 2007, la conférence de Paris qui décide une aide de 7,4 milliards de dollars pour les Palestiniens. En fin février et début mars 2008, Israël décrète l'opération Hiver Rude. C'est quoi l'opération Hiver Rude concrètement? Cette opération qui a causé plus de 116 morts, dont 39 enfants, 15 femmes et 2 sécuristes ont été tués. 350 Palestiniens ont été blessés. Nous sommes bien sûr en mars en Israël où l'opération Hiver Rude avait été décrétée. Gaza. Après, bien sûr, cette tuerie créée par Hiver Rude, le 18 juin 2008, Israël et le Hamas acceptent une trêve dans la bande de Gaza qui sera effective le 19, avec notamment l'ouverture de passage de Gaza à l'arrêt des tirs des roquettes. Nous sommes le 20 janvier 2009. Le président George Bush va quitter le pouvoir sans être parvenu à réconcilier les deux États. En quittant le pouvoir, il laisse la main à son homologue Barack Obama, qui prend le pouvoir aux États-Unis d'Amérique en 2009, et il engage plusieurs négociateurs afin de rapprocher et de faire avancer les choses dans les négociations pour trouver un terrain d'entente entre l'Israël et la Palestine. Alors, nous sommes bien sûr toujours en 2009 à la suite d'une déclaration de Hillary Clinton qui était contre l'instauration des colonies juives, qui rejette la question de l'arrêt de l'implantation des colonies juives en territoire palestinien. Parlons de Mahmoud Abbas. Lui qui devait se présenter bien sûr aux élections, il a décliné en tout cas sa décision de se présenter aux élections, mais il est quand même resté le leader incontesté des Palestiniens. Alors, le 29 novembre 2012, il va réussir à faire reconnaître la Palestine comme étant un État observateur. D'un côté, il y a l'État d'Israël, qui est un État indépendant, mais Mahmoud Abbas a réussi à faire reconnaître la Palestine comme étant un État observateur sain. Un autre saut dans le temps parce que après 2009, il y a eu plusieurs négociations encore qui s'y sont déroulées, mais ce qui tique un peu plus notre intellect, nous sommes en 2017. Plus précisément, le 6 décembre 2017, le président Donald Trump signe un décret reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Ainsi, il a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Alors, le 14 mai 2018, l'ambassade des États-Unis en Israël est effectivement transférée à Jérusalem. À partir de 2020, une nouvelle dynastie est créée. Laquelle dynastie, initiée par le président Donald Trump, était de créer, bien sûr, de signer un accord de paix entre l'Israël et les Émirats arabes unis ou les descendants d'Abraham. Là, cet accord était bilatéral. Entre, d'une part, Israël et les Émirats arabes unis, et d'autre part, Israël et Bahreïn. Alors, le premier entre Israël et les Émirats arabes unis est annoncé le 13 août 2020 par le président des États-Unis, Donald Trump. Ils sont signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche, à Washington, accompagnés d'une déclaration tripartite signée par le président américain en tant que témoin.
Alors, concernant particulièrement le traité de paix entre les Émirats arabes unis et l'Israël, les préambules du traité de paix fait un état de conflit israélo-palestinien. Comme vous pouvez le voir, ces traités en illustration rappellent bien sûr que la paix entre un rappel de rappelle les traités de paix entre israélo-égyptiens de 1979 et israélo-jordaniens de 1994 affirme quel traité affirme que les deux parties au traité reconnaissent que les peuples arabes et juifs sont des descendants d'un ancêtre commun qui est Abraham et aspirent à favoriser une vision réaliste du Moyen-Orient où vivent les musulmans, juifs, chrétiens et peuples de toute confession, dénomination, croyance nationaliste et un esprit de coexistence, de compréhension mutuelle et de respect mutuel. Alors, parlons ici de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Nous sommes le 22 septembre 2023, lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, marqué par un marqueur rouge, le nouveau Moyen-Orient, a pris bien sûr tous ces accords signés pour la paix entre les descendants d'Abraham, des accords d'Abraham entre les pays arabes et israéliens, lesquels accords devaient aboutir à la paix, mais pas de solution, mais sans solution pour le peuple palestinien. Alors les Palestiniens ont été frustrés de voir le premier ministre israélien marqué d'un marqueur rouge, le nouveau Moyen-Orient, avec toutes ces signatures, et ils ont été frustrés de cet accord signé sans eux dans leur dos. Alors, nous sommes le 7 octobre 2023. Le Hamas, le groupe armé palestinien, lance l'assaut contre Israël. Contre toute attente, bien sûr, après avoir été frustré lors de l'Assemblée générale, lorsque Benjamin Netanyahou avait encerclé, bien sûr, avec un marqueur rouge, le nouveau Orient. Alors, nous sommes le 7 octobre 2023. Le Hamas, le groupe armé palestinien, lance un assaut soutenu et sans précédent contre Israël et la bande de Gaza. On déplore au moins 1200 Israéliens tués et près de 240 amenés en otage vers la bande de Gaza. Alors, lorsque le président des États-Unis, Joe Biden, fut informé bien sûr de cet assaut du Hamas sur Israël, il a qualifié cet acte en étant un acte purement diabolique et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé étant du bon côté, qu'il était du côté du bien et que ceux-là qui ont lancé l'attaque du Hamas contre Israël étaient purement diaboliques ou ils étaient du côté du mal. Alors en fin janvier 2024, 100 jours après, on déplore en tout cas plus de 28 000 habitants de Gaza tués parmi ces habitants, on y trouve des femmes, des vieillards, des enfants qui ont été... la question de la guerre entre l'Israël et la Palestine refait surface. 30 ans plus tard, on croyait, oui, revenir vers une ère de paix entre les deux descendants d'Abraham. On se retrouve encore en guerre. La grande question reste en suspens. Est-ce que un jour pourrait-on espérer une paix définitive entre l'Israël et la Palestine? Sûrement, l'avenir nous en dira plus. Messieurs, dames, ce fut un grand et un réel plaisir de vous présenter cette émission Horizon. Comme je l'ai dit dès le début, nous sommes revenus en détail. Bon, j'espère que vous avez quand même retrouvé les points clés, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes revenus en détail sur ce conflit israélo-palestinien avec les grandes dates à retenir de ces conflits. Vous avez été très très nombreux à nous suivre à partir de notre page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker. À la présentation, Rema Kitenge pour vous servir encore et toujours comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire vos impressions après avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, Inch'Allah,
pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.